Bonsoir Strasbourg. Ah, ça fait plaisir, un peu de chaleur humaine, sachant qu'en plus il neige dehors, donc en fait on est quand même vachement mieux ici. Le premier qui me parle de réchauffement climatique, je le gifle. Alors j'ai une bonne nouvelle quand même, à part le réchauffement climatique, j'entends. Je suis le dernier obstacle entre vous et l'apéro, donc on va plier ça vite fait, et puis on va aller boire un coup. Donc je vous ai dit tout ça avant de dire même qui je suis. Alors je m'appelle Tristan Nitto, voilà. C'est moi. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de vieux dans la salle, mais c'est pas grave. Enfin, je veux dire, à part moi, j'ai mis des icônes pour que ça soit facile pour tout le monde, parce que bon, bah, ouais, fin de journée oblige, quoi. Pour vous expliquer un petit peu mon parcours. Et pourquoi je vous parlais de vieux? Parce que en fait, j'ai mis le logo Netscape, et généralement, à ce moment-là, il verse une petite larme. Moi, je me souviens. Tout ça. Donc, c'est effectivement une des premières entreprises pour lesquelles j'ai travaillé en 97. Donc, c'est-à-dire que je suis arrivé juste un petit peu trop tard pour devenir milliardaire, comme un con. Et ensuite, il se trouve que c'était quand même sympathique, parce que de Netscape, enfin Netscape a lancé le projet Mozilla, et donc j'étais sur place pour participer au lancement du projet Mozilla, qui vient tout juste donc de célébrer les 25 ans de... Attendez, je vous dis une bêtise, les 20 ans de Firefox. J'y suis resté en tout 17 ans, et c'était vachement sympa. Et ensuite, j'ai rejoint Cozy Cloud, ensuite Quant, j'ai fait un bref passage chez Scaleway, et maintenant je suis chez Octo, qui est un cabinet de conseil en numérique, et avec une division ESN. À côté de ça, j'ai écrit des trucs. J'ai écrit un blog à l'époque où les blogs étaient cool. Et comme personne m'a dit d'arrêter, j'ai continué. Et aujourd'hui, je continue de publier sur standblog.org, une revue de presse où je parle d'empreintes environnementales, de réchauffement climatique, etc. J'ai écrit un livre sur la vie privée qui s'appelle Surveillance. J'ai dirigé un autre livre sur la vie privée qui est le truc bleu là qu'on voit. Et après, je me suis dit que j'allais plutôt faire des podcasts. Et donc, j'ai fait des podcasts et je continue à faire des podcasts. L'Octévert et Frugarilla, Numériques Essentiels 2030. Et dans mon copieux temps libre que je n'ai pas, c'est-à-dire qu'en fait, je dors peu, concrètement, j'ai travaillé bénévolement pour un certain nombre d'organisations pour faire des choses intéressantes à base de numérique. Le Conseil national du numérique, 2013-2016. La CNIL, le comité de prospective, où je suis toujours, le Comité national d'éthique du numérique, le CIGREF, le club des DSI des grandes entreprises françaises, et depuis peu le W3C, où je suis au Technical Architecture Group, donc on supervise la rédaction des standards du W3C et du web. Donc. Mais je suis venu pour vous raconter une histoire, et une histoire commence toujours, comme vous le savez, par « Il était une fois ». Et donc, il était une fois Gordon Moore et la loi de Moore. Alors, la loi de Moore, c'est simple, elle est encore plus vieille que moi, puisqu'elle date de 1965. Mais c'est vraiment en 1971 qu'elle est devenue une réalité, avec cette merveille technologique qui était le Intel 4004 en novembre 1971. Voilà. Et le Intel 4004, c'était à la fois quelque chose de formidable et d'une nullité absolue. Alors, formidable parce que c'était la première fois que c'était un microprocesseur qu'on pouvait acheter sur un catalogue. Ce n'est pas complètement le premier microprocesseur, parce qu'en fait, il existait avant des microprocesseurs, mais pour acheter le microprocesseur avant le 4004, il fallait acheter le jet militaire qui allait autour. Donc forcément, ça réduisait le nombre de clients. Mais là, celui-là, on pouvait l'acheter et puis commencer à bricoler et à créer des ordinateurs. Donc c'était formidable parce qu'en fait, c'est vraiment la première brique de la révolution informatique. Et il était catastrophique parce que quand vous le comparez à un Intel i7, Core i7, vous voyez que déjà, le 4004, il manipulait des mots de 4 bits. Donc pour charger un caractère en mémoire, il fallait s'y prendre en 2 temps. Première moitié, deuxième moitié, parce que sinon ça fait trop gros, vous voyez.
Donc maintenant, un processeur, ça fait 64 bits, donc 16 fois plus. Il tournait à 0,74 MHz. Maintenant, on tourne 5000 fois plus vite. Il y avait un cœur on avait eu du mal à faire rentrer. C'est pour ça qu'il faisait que 4 bits à la fois, c'est que sinon, ça faisait trop de transistors. Et maintenant, c'est 10 cœurs ou plus qu'on trouve dans des processeurs. Mais quand même, c'était le début de quelque chose de fabuleux. Et s'il y a une telle différence entre les deux, c'est parce qu'il y a la loi de Moore. Alors là, c'est Gordon Moore, qui est mort l'année dernière, il y a 1 an et demi. Et Gordon Moore est un cofondateur d'Intel, ce qui lui a valu, au moment de mourir, d'être la 96e fortune mondiale, tout de même. Donc ça lui a pas mal réussi de faire la loi à Gordon. Et ce qu'il disait, c'est on arrive à doubler le nombre de transistors. Le transistor, c'est vraiment le composant qu'il y a dans les semi-conducteurs, dans les processeurs. On arrive à doubler le nombre de transistors tous les 18 à 24 mois. Et concrètement, c'est ce qu'on a retenu, c'est les processeurs doublent de puissance tous les 24 mois. Et c'est ainsi que ça a donné la courbe que vous voyez sur la droite. Donc ça, c'est 1970 et là, c'est 2020. Et donc là, c'est 2300 transistors, c'est le Intel 4004 tout en bas à gauche. Et puis là, vous avez des processeurs modernes, donc avec 22 millions de fois plus de transistors. Et donc évidemment, c'est une échelle logarithmique à gauche, hein, 1000, 5000, 10 000, 5000, etc., 50 000, 100 000, jusqu'à 50 milliards. Et donc on a mis de plus en plus de transistors dans des surfaces qui grandissaient, certes, mais pas beaucoup. Parce qu'en fait, un Intel 4004 et un processeur moderne, ça fait à peu près la même taille, quoi. Enfin, il y en a un, c'est comme ça, et l'autre, il est comme ça. Et donc, on a mis 22 millions de fois plus de transistors dedans. Grâce à la loi de Moore, on remplissait de transistors les processeurs. Et ça les rendrait plus puissants. Alors, ce qu'on dit, je pense que tout le monde a entendu parler de la loi de Moore plus ou moins bien, hein, mais on a tous conscience. Mais en même temps, on l'a un petit peu oublié, parce que c'est comme les poissons qui sont dans l'eau, ils oublient qu'il y a de l'eau. Je pense que si on demande à un poisson ce que c'est que l'eau, il ne sait pas vous répondre, mais pas que sur ce sujet-là d'ailleurs. Hein. Mais le poisson, il oublie. Et nous aussi, on oublie qu'on est dans la loi de Moore, parce qu'on est tellement habitué à ce que ça soit comme ça. Même les plus vieux informaticiens, ils ont toujours connu la loi de Moore. Ou alors ils sont morts, ou alors ils sont à la retraite. Mais des gens qui exercent depuis plus de 50 ans dans l'informatique, il n'y en a pas encore beaucoup, quoi. Et donc, comme la loi de Moore a 59 ans, ils l'ont toujours connue. Il y a des choses, des sous-jacents dans la loi de Moore qui sont importants de garder à l'esprit. C'est le prix unitaire d'un transistor doit baisser en même temps qu'on augmente le nombre de transistors qu'on met dedans. Sinon, vous vous retrouvez à avoir des processeurs qui voudraient des milliards de dollars. Et vous n'en vendriez pas beaucoup. Donc c'est important que ça coûte de moins en moins cher un transistor. Puisqu'on a multiplié par 22 millions le nombre de transistors qu'on met dans un processeur, il faut qu'on ait divisé par 22 millions à peu près le prix du transistor unitaire. Et il faut aussi que la consommation électrique baisse de la même manière. Sinon, on se retrouverait à devoir mettre une centrale nucléaire au cul de chaque microprocesseur. Ça deviendrait très compliqué. Et on n'en vendrait pas beaucoup. Et quand même, l'idée de Gordon Moore, c'était de vendre des microprocesseurs. Il a cofondé Intel exactement pour ça. Et accessoirement, on a multiplié les cœurs, on a augmenté la fréquence d'horloge pour pouvoir aller toujours plus vite. Et il y a un autre monsieur, Niklaus Wirth. Lui, c'est l'inventeur du langage Pascal, mais aussi de plein d'autres langages. Un type brillantissime, qui n'est pas mort particulièrement riche. Déjà, il était suisse au départ, donc il n'était pas dans la Silicon Valley, et il n'a pas l'air content ici, parce que lui, il a révélé un truc, c'est qu'il a dit, mais en fait, à force de disposer de plus en plus de puissance, on la gâche. Et il disait, le logiciel ralentit aussi vite que le matériel accélère. Et lui, qui était fan d'optimisation, de choses bien pensées, bien faites, ça le rendait malheureux. C'est pour ça qu'il fait la tête là, sur cette photo. Il y a une autre façon d'exprimer la loi de Wirth. À l'époque où vraiment c'était Microsoft et Intel qui dominaient le marché, c'était de dire tout ce que Intel vous donne, Microsoft vous le reprend.
voyez, bah, c'était ça, la loi de Wirth-Congrès. Et ça, on sait bien que c'est vrai. Bon, il n'y a aucun doute. Et ça se prouve en fait assez facilement. Par exemple, en 25 ans, une page web a vu sa taille multipliée par 150. Est-ce qu'elle est 150 fois mieux, la page web aujourd'hui? Elle est mieux. 150? Parfois. Rarement. Ça arrive, mais rarement. La deuxième, je l'aime bien, c'est si vous prenez un Apple II, vous appuyez sur le clavier et vous regardez avec une caméra très haute fréquence combien de temps ça prend pour afficher le caractère dans le terminal, eh bien, c'est 5 fois plus rapide sur un Apple II que sur un Lenovo Carbon X1. Avec Windows, forcément. Donc, et avec quand même 33 ans de différence entre un Apple II et un Lenovo quand même. Mais bon, voilà, le Lenovo il est 5 fois plus lent. Alors c'est mieux, parce que vous pouvez changer les couleurs du terminal. Mettre des minuscules, alors que sur l'Apple II, ce n'était pas possible. Du gras, de l'italique, du souligné, la taille des fonds, tout ça, non, mais c'est mieux. Mais bon, pas 22 millions de fois mieux, comme c'est le cas dans le nombre de transistors. Le couple donc Office plus Windows, si vous regardez la taille minimum des specs, donc de fréquence processeur, mémoire, etc., eh bien, il faut 171 fois plus de mémoire en 2 décennies. Et pourtant, c'est toujours Word et Excel. Alors c'est mieux, maintenant on peut écrire de droite à gauche, il y a un correcteur orthographique, un correcteur grammatical, et on peut mettre des emojis. Classe. Mais c'est toujours Word, Excel et cette merde d'Outlook. Pardon, excusez-moi, j'ai éternué. Donc, c'est Niklaus Wirth, là, il me file sa mauvaise humeur. Donc, la loi de Moore, en fait, elle avait ceci de particulier, c'est qu'on disposait de beaucoup plus de puissance. Et en fait, ce qu'on a fait avec cette puissance, c'est... Bon, on pourrait passer du temps à faire du code bien écrit, mais en fait, c'est plus lucratif de rajouter des fonctionnalités. Plutôt que d'écrire une première fois le code et de se dire on va le refactoriser, on va le faire mieux, on va le penser mieux. Ben non, allez, il tourne. Bon, allez, c'est bon. Allez, suivant. Et on va écrire une nouvelle fonctionnalité. Résultat des courses, le code qui était pourri au début, il est toujours pourri. Et en plus, vous en avez plus parce que vous avez une nouvelle fonctionnalité. Mais en fait, on s'en fout. Pourquoi on s'en fout? Parce que de toute façon, dans 2 ans, il y aura une nouvelle génération de processeurs qui va tourner 2 fois plus vite. Et finalement, voilà, ça suffit. Donc, ça fait que depuis 50 ans, en tant qu'industrie, on écrit souvent du code de merde avec plus de fonctionnalités. Parce que l'avantage de la nouvelle fonctionnalité, c'est que ça rend le logiciel plus désirable et on arrive à vendre aux clients de passer à la version suivante. Personne n'y a vu du mal. C'est juste, c'était plus pratique comme ça, on gagnait plus de pognon. Donc les gens qui faisaient du logiciel gagnaient plus de pognon. Les gens qui faisaient du matériel, vous gagniez encore plus de pognon. C'est formidable. Vous arriviez 2 ans plus tard à dire attendez, votre processeur, il a déjà 2 ans déjà. Ouh là là, il va falloir le changer, ça tourne plus, tout ça. Et, ah oui, puis en plus, avec la nouvelle version de Windows, ouais, il va falloir 8 Go de RAM, etc. Bref, tout le monde a trouvé son compte. Je vous dis, Gordon Moore, 96e fortune mondiale. Je ne vous parle pas de Bill Gates. Bon, bref. Et voilà. Donc, on a écrit du logiciel pourri et on a rajouté des nouvelles features. Et ça fait 50 ans que ça marche comme ça. Et ça fait des milliardaires. Personne n'a intérêt à ce que ça change. Sauf que, vous l'avez sûrement vu, entendu, peut-être même dit vous-même, « Oh la vache, mon ordinateur, il est devenu trop lent. Il faut que je le change. » Variante moderne, mon smartphone est devenu trop lent, il faut que je le change. Variante cloud, mon serveur est devenu trop lent, il faut que je l'upgrade pour un nouveau node, vous voyez, une nouvelle version. Mais concrètement, il faut que j'en change. Alors, on va être très clair, votre serveur, votre ordinateur, votre smartphone ne deviennent pas plus lents avec le temps. Bon, chez Apple, à un moment, c'est arrivé, mais c'est une anecdote, un petit souvenir malheureux, on va passer l'éponge, mais normalement, votre machine ne ralentit pas. Elle ne ralentit pas. Par contre, vous avez des nouvelles générations de logiciels, toujours moins bien écrits, avec plus de fonctionnalités, qui ne sont pas dimensionnés pour
une puissance qui était celle d'il y a 2 ans ou d'il y a 4 ans. Et c'est pareil pour les ordinateurs, c'est pareil pour les serveurs. Toujours plus de logiciels pas optimisés, écrits avec les pieds, avec des nouvelles fonctionnalités, dont on n'a pas forcément besoin, mais ça, c'est après que vous vous en rendez compte. Et donc, on se retrouve dans les cas où les smartphones, ils sont jetés, et dans 80%, ils marchent encore. Dans 80% des cas, on change son smartphone, et il marche encore. Et au début, on les changeait tous les 18 mois, puis ensuite tous les 2 ans, puis ensuite tous les 2 ans et demi. Et maintenant, on commence à approcher les 3 ans. Dieu merci, l'IA va arranger tout ça. On va être obligé de tout changer pour avoir des NPU dedans. C'est vraiment la modernitude. Alors, néanmoins, la loi de Moore s'arrête. Ouais, je sais. Ça fait un coup, hein, on est habitué depuis 50 ans comme ça, mais elle s'arrête. Et avant de vous expliquer tout ça, je voudrais prendre une minute pour penser à ce que dit Upton Sinclair. Enfin, il disait, maintenant il est très très mort. Mais Upton Sinclair disait, c'est très difficile d'expliquer quelque chose à quelqu'un quand il est payé pour ne pas le comprendre. Et ça veut dire que nous tous ici dans cette salle, sauf s'il y a un intrus qui est venu juste pour l'apéro, on est tous concernés et on est tous payés pour ne pas comprendre ce que je vais vous expliquer. Parce qu'on est tous payés pour écrire vite du logiciel de qualité médiocre avec un rajout de fonctionnalités en espérant que derrière, la puissance informatique va rattraper le coup. Toute l'industrie, elle est formatée comme ça. Ce n'est pas vous qui êtes des nuls, ou moi. C'est juste le système est ainsi fait. Il y a un truc qui m'a fait changer d'avis, ou qui m'a ouvert les yeux, du moins, c'est ce livre de Becky Chambers, Un psaume pour un recyclé sauvage, où le héros, ou l'héroïne, parce qu'en plus, il et elle n'est pas, est non-binaire, la personne donc se voit remettre à 16 ans un ordinateur, et cet ordinateur, elle va le garder toute sa vie. Wow, c'est vraiment de la science-fiction, hein. Eh bien oui, mais en fait, c'est possible. Alors évidemment, ça va nécessiter d'avoir des ordinateurs qui sont réparables, et d'ailleurs, c'est dit dans le texte, on le fait, la personne le fait réparer plusieurs fois dans sa vie, mais ça lui sert toute sa vie. Alors pourquoi c'est important? Parce que là, je vais vous sortir un petit graphique tiré de greenIT.fr qui regarde quelle est l'empreinte, l'impact du numérique en France. Je précise bien, c'est des chiffres pour la France, on pourra discuter pourquoi après, mais c'est sur la France. Et qui a cette intelligence de considérer que ce n'est pas juste l'utilisation qui compte, mais c'est la fabrication, l'utilisation, et aussi la fin de vie. Tout ça, ça compte. Il ne faut pas juste regarder combien ça consomme quand je l'ai branché. Mais non. Pourquoi? Parce qu'en fait, justement, vous allez voir, et cette étude aussi a un gros avantage, c'est que ça ne regarde pas juste de la consommation électrique, mais ça regarde aussi ce que ça consomme comme eau et comme ressources abiotiques, c'est-à-dire en fait comme minerais, comme terre. Et bien en fait, si on regarde sur la fabrication, 83% des gaz à effet de serre, ils sont émis dans la phase de fabrication. Pourquoi? Parce qu'il faut creuser des mines avec des appareils diesel ou des enfants, ça dépend. Bon, évidemment, à ce moment-là, ces diesels, ils émettent des gaz à effet de serre. Il faut transporter la terre, il faut la trier, il faut utiliser des machines pour traiter et en sortir le minerai le transformer en métal, le métal l'envoyer en Chine, en Chine travailler tout ça, avec le tout, évidemment des bateaux qui tournent au diesel. Et puis l'électricité en Chine, elle est à base de charbon, donc gaz à effet de serre, etc., etc. Et quand vous arrivez et que vous déballez votre smartphone tout neuf dans cette boîte magnifique, vous ne l'avez pas encore branché, il a déjà émis 83% de gaz à effet de serre de sa vie, là, avant même que vous le branchiez. Parce que c'est sa fabrication qui compte. En eau, c'est 88%. Et en ressources, en matériel, bon, on ne rajoute pas de l'aluminium sur votre machine au cours de sa vie, de son utilisation.
l'aluminium, tous les métaux, tout ça, c'est fait au moment de la fabrication. Donc c'est 100% des ressources qui sont à ce moment-là. Et donc l'utilisation, c'est tout petit. Alors en France, c'est un peu particulier, vous voyez, c'est que en gros, 59% de l'énergie consommée pendant la phase d'utilisation, donc c'est beaucoup, hein, 59. Mais en France, on met de l'énergie, enfin en l'occurrence de l'électricité, qui est largement décarbonée, parce qu'elle est fabriquée à base d'usines nucléaires, qui ont des tas d'inconvénients, mais qui ont un avantage, c'est que ça ne produit pas de gaz à effet de serre, le nucléaire. Il y a d'autres inconvénients. Bon. On ne va pas rentrer dans le détail, je vais m'énerver. Bon. Alors, tout ça, c'est percuté, ce ronronnement, ce mode de fonctionnement qu'on a eu en tant qu'industrie, de toujours changer le matériel pour des choses nouvelles, plus puissantes, et on n'a rien à foutre d'écrire du code de merde. Tout ça, c'est venu se faire percuter par une chose qui est le changement climatique. Vous en avez peut-être entendu parler, ou pas, sinon il va falloir vous documenter un petit peu. Donc j'ai mis quelques photos. Donc en Louisiane, là, c'est pas juste quelqu'un qui est mal garé sous une maison, hein. À droite, ce n'est pas un barbecue qui a mal tourné. En haut à droite, au Brésil, c'est pas un feu d'artifice. Et en Angleterre, c'est pas quelqu'un qui a oublié le robinet de sa baignoire. C'est des conséquences du changement climatique. Et ça arrive aussi en France, de la sécheresse, des inondations, le niveau de l'eau qui monte, ce genre de choses. Alors, pour résumer tout ça, c'est pas facile parce qu'on ne s'en rend pas bien compte, ça bouge assez doucement, le changement climatique. Enfin, qu'on commence à voir que ces phénomènes météorologiques extrêmes, ils ont tendance à se reproduire beaucoup plus fréquemment et de façon beaucoup plus forte. Eh bien, il y a des indicateurs scientifiques. Alors là, en l'occurrence, c'est le taux de CO2, le dioxyde de carbone dans l'atmosphère. C'est le petit trait là qui monte, qui monte, qui monte, comme la petite bête. En couleur, c'est les climate stripes, c'est la température moyenne du globe. Alors là, c'est comme dans la salle de bain, hein, les vieilles salles de bain avec les robinets. Bleu, c'est froid, et rouge, c'est chaud. Vous voyez, c'est de plus en plus chaud et de façon quand même très très significative. Ensuite, là, au-dessus, c'est toutes les conférences où on s'est dit « ça suffit, ça va changer, on va s'y mettre à fond ». Et donc, pas d'impact. Hein. En l'occurrence, ça n'a rien changé. Hein. Ça a quand même commencé la première conférence pour le climat, donc ça doit être 78, soit 79. L'accord de Paris, sérieux, l'accord de Paris, enfin je veux dire, on a même vu Fabius pleurer de joie. 2015, c'était quelque chose. Rien, ça continue à monter. Alors, il y a une autre façon. Alors, la courbe que je viens d'expliquer, c'est à peu près le trait noir qu'on voit. Alors, tout à l'heure, c'était juste du CO2. Là, c'est d'autres gaz à effet de serre en plus du CO2. Mais bon, en gros, voilà, ça monte. Et puis, on en est là. Et après, il y a plusieurs scénarios. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas dans le scénario rose à 4 à 5 degrés de réchauffement. Parce que, effectivement, les conférences sur le climat, on a pris des décisions, et si tout se passe bien, on ne va pas être dans cette tendance rose qui va nous faire frire. On est plutôt dans le orange. Alors en fait, depuis, ça a été révisé la hausse. À chaque fois, le GIEC, il bosse, il dit « Putain, on a fait un super boulot », puis ils reviennent plusieurs années plus tard, ils refont le même travail, ils font « En fait, c'était bon, mais on était un poil optimiste ». Alors qu'en fait, quand vous lisez un rapport du GIEC, vous pleurez. Hein. Enfin, donc, les mecs, on était un peu optimistes, on a revu... bon. Donc maintenant, c'est 3,1 à la place de 2,9 qu'il faut lire. Mais bon, ça, on n'a pas complètement changé, ils ne sont pas plantés énormément. Mais voilà, on est parti pour un réchauffement à l'horizon 2100 de 3 degrés à l'échelle du globe. Donc ça veut dire qu'on est parti pour être plutôt dans les 4 degrés ou plus en France. Parce qu'il se trouve qu'on n'a pas de bol, mais en France, ça se réchauffe plus vite qu'ailleurs. Voilà. Mais comme on part de plus bas et d'un climat très cool, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se sortir les doigts quand même. Parce que pour être dans l'accord de Paris et être sûr que le climat ne s'emballe pas, il faudrait être, si possible, à 1,5 degré.
Et ça veut dire qu'en fait, il faut réduire drastiquement, même si on veut être juste à 2 degrés, il faut réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre. Mais drastiquement. En fait, il faut baisser. Il faut baisser. Ce qu'on n'a jamais réussi à faire avant. C'est là que c'est chaud, si j'ose dire. Vous voyez? Et c'est là qu'en fait, cette façon de faire du numérique qu'on a depuis 50 ans, qui est de produire des trucs, s'en servir 3-4 ans et les foutre à la benne, c'est plus une bonne façon. Écrire du logiciel merdique avec des fonctionnalités dont les gens n'ont pas besoin, c'est pas une bonne façon. En fait, il faut arrêter. Il faut arrêter parce que sinon, en fait, on a les fesses assis sur la chaudière, quoi. Et quelqu'un, nous, indirectement, on est en train de monter le thermostat. Alors, s'il y avait que ça, mais non, il n'y a pas que ça. Il y a l'effondrement de la biodiversité. Ça, c'est des comptages d'animaux vertébrés dans le monde. Alors j'aurais dû remplacer parce que depuis il est sorti une nouvelle courbe, mais bon c'est pire. Voilà, les derniers chiffres sont pires. Enfin c'est logique, en même temps ils continuent quoi. Et pourquoi en fait? C'est parce que ça c'est des travaux de comment il s'appelle? Son nom m'échappe, c'est marqué. De Dylan Marsh, un Sud-Africain. Ça, c'est une des 2 plus grandes mines de cuivre au monde. Alors, pourquoi il y a une tour Eiffel? C'est parce qu'en fait, ça fait 700 mètres de profondeur, hein, le trou. 700 mètres de profondeur. Les petits traits que vous voyez, c'est des genres d'autoroutes pour des camions énormes. Et la boule, là, que vous voyez, alors c'est une représentation graphique, hein, on n'est pas juste tombé sur un machin. C'est créé par un ordinateur. C'est le cuivre qu'on arrive à retirer de ce trou de 700 mètres de profondeur, qui entre-temps d'ailleurs s'est effondré, comme vous pouvez le voir au milieu. Et ça, c'est la vue aérienne de la chose. Donc si vous regardez, ça fait 12 km sur 8, cette surface. Et ce que vous voyez là, c'est un lac d'acide, et là aussi. Parce qu'évidemment, en fait, pour retirer de la terre, en extraire les métaux, il faut de l'acide. Et puis après, on a des terres polluées avec de l'acide dedans. Et puis sinon, on a des tas énormes de terre dont on n'a plus besoin. Parce qu'évidemment, en fait, il faut savoir que pour retirer du cuivre de la terre, mais en fait, on retire 0,3%. C'est du cuivre. Et le reste, c'est un truc dont on ne voulait pas et qu'on ne sait pas. On ne peut pas le remettre dans le trou, on continue de creuser. Donc on le met autour. Voilà. Alors il y a une autre méthode, hein, ça c'était une des mines industrielles, il y a des mines avec des enfants. C'est bien les enfants, ça ne pollue pas. Mais il y a d'autres inconvénients, on va dire. Et après, eh bien évidemment, c'est toutes les fois où on n'a plus besoin du matos et du coup on l'envoie à la décharge. Et qu'est-ce qu'on fait? On l'envoie en Afrique et puis ensuite les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont brûler le matos pour essayer de récupérer le métal. Donc voilà, espérance de vie de ces personnes, 10 ans. Bon, je vous laisse réfléchir, je bois un coup. Dégueulasse cette vodka. Bon. Alors, heureusement, on va revenir sur du numérique et là, on a bien touché le fond, on est au fond de la piscine, on donne un petit coup de talon, on remonte vers la surface. Et donc, on va parler de choses sympathiques, positives et qui sont techniques et qui nous intéressent. L'optimisation. En fait, on fait très peu d'optimisation de logiciels et c'est mal et c'est dommage parce qu'on peut faire des tas de trucs super cool avec de l'optimisation. Là, je vous présente Pierre Bessac, vous connaissez peut-être. Il est assez connu, il s'est rendu compte que s'il bricolait un peu son code, il arrivait à faire tourner une application 60 fois plus vite, son application. Juste parce qu'il mettait du cache, en fait, dans son application. De la mémorisation, plus précisément. Ça prenait 6 heures, ça prend quelques minutes, 60 fois plus rapide. Alors j'en parle à un collègue qui fait du machine learning, il me dit, ouais, 60 fois, c'est rien. Moi, j'ai réussi à faire 5400 fois. Je faisais un apprentissage de données et puis ça prenait vraiment trop de temps, ça coûtait cher. Tu as vu le prix des instances chez Amazon. Voilà. Et hop, maintenant, il a bricolé son machin 5400 fois plus vite. Je fais en gros, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'avant, tu gâchais 5400 fois trop de ressources par rapport
au travail que tu devais faire. Il fait ah ouais, dit comme ça, c'est pas cool. Ouais, bon. En même temps, il a corrigé le problème, donc c'est bien. Mais bon. Et là, c'est un peu le boss de fin. Lui, alors lui, il s'appelle Matt Parker, c'est un Anglais. Lui, il a écrit un truc qui tournait en 32 jours, un script Python. Bon, il a un petit peu écrit avec les pieds. Ça nous arrive tous. Hein. En même temps, il ne faut pas se moquer de Matt Parker parce que je pense qu'on a tous écrit de la merde un jour ou l'autre. Hein. Donc, c'est pour ça, moi, ils m'interdisent d'écrire du code maintenant. Donc, je fais des conférences à la place, je suis moins dangereux. Et donc, quelqu'un lui dit, mais quoi, 32 jours, c'est nul, je peux faire vachement mieux. Et il écrit un code qui s'exécute et qui fait le même résultat en 15 minutes. Et là, les gens s'énervent sur Internet. Ouais, 15 minutes, c'est trop lent, je suis sûr que je peux faire mieux. Et ils se sont mis à travailler ensemble, et maintenant, c'est 6,7 millisecondes au lieu de 32 jours. Donc, faites le calcul, 408 millions de fois. Et voilà. On peut, enfin donc, autrement dit, Matt Parker, il gaspillait 408 millions de fois de trop de ressources informatiques. Et donc, de la même façon qu'en fait, Gordon Moore, il avait décidé de doubler la vitesse des processeurs et de mettre en place les choses pour que ça arrive, je vous propose d'inventer la loi de Hiroum. C'est Moore à l'envers, pour ça que Gordon a la tête comme ça, qui veut dire effort radicalement organisé d'optimisation en masse. Ça, c'est le vodka qui parle. Et donc, l'idée, c'est qu'on va prendre notre logiciel, on va repérer là où il est particulièrement lent, on va accélérer cette partie et on se fixe comme objectif que d'ici 2 ans, en l'optimisant, au lieu de prendre 100% de ressources, ils prennent 50% de ressources. Et si on est capable de faire des optimisations x 60, x 5400, x 408 milliards, eh bien on peut faire x2. Pourquoi pas? Ça ne me paraît pas impossible. Et si on fait x2, ça veut dire que l'autre moitié, elle est disponible. De cette ressource, de ce temps de calcul, de cette mémoire, on peut utiliser ce truc-là. Et en fait, ça veut dire qu'on a 2 fois plus de ressources qu'au début. En fait, c'est comme la loi de Moore. On a 2 fois plus de ressources au bout de 2 ans, sauf qu'on n'a pas changé de matériel. Et si on ne change pas de matériel, souvenez-vous, c'est la fabrication du matériel qui coûte. On a déjà payé, on a déjà investi dans la fabrication du matériel. Alors, je vais vous passer ça vite fait parce que j'ai plus le temps. La loi de Moore, elle est presque morte. Hein. Pourquoi? Parce que souvenez-vous, il fallait que le prix unitaire et la consommation électrique baissent, et puis que la vitesse augmente. Et ben en fait, si on regarde la vitesse d'un cœur, elle plafonne depuis 2015. Moi, j'ai encore des ordinateurs de 2012 qui tournent en machine bureautique aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'effectivement, la loi de Moore était morte. Alors maintenant, on arrive à multiplier les cœurs, on fait des trucs massivement parallèles, on le met tout dans le cloud, etc. Mais globalement, les machines n'accélèrent plus parce que la loi de Moore, elle est morte. Alors ça, c'est le patron d'Intel. Je crois qu'il a été viré depuis. Il disait non, elle n'est pas morte, elle est un petit peu bancale. Et ça, c'est la patronne de AMD qui dit exactement la même chose à 6 mois d'écart. Exactement, dans le même magazine. C'est super drôle. Même l'augmentation de la fréquence d'horloge, on n'y arrive plus à augmenter la fréquence d'horloge. Même baisser le prix des transistors, vous voyez, ça a baissé et ça baisse plus. C'est pour ça que ça coûte de plus en plus cher, en fait. Alors, les GPU, l'IA, tout ça, eh ben en fait, oui, mais comme la consommation ne baisse plus, eh ben vous voyez que la consommation, elle augmente de façon dramatique. Et c'est tout le problème de l'IA, c'est l'énergie qui est bouffée. Et bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, toujours parce que je n'ai pas le temps, le timer est à 0, et je sens que je vais avoir 2 malabars qui vont venir me sortir par la force des... Voilà. Mais qui viennent, je suis là, je me tiens. Bon, pardon. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est ma conclusion. Ça, c'est une courbe où on va voir la performance du code. Et là, on a notre dev débutant. Il est débutant. Il est nul. On l'a tous été. Donc, son code n'est pas performant. Sa lisibilité, sa maintenabilité est catastrophique.
il écrit du caca. Bon. Mais il n'est pas cher. On ne peut pas tout avoir. Mais ce n'est pas grave, parce que, en fait, il va monter en compétence, il ne va pas rester débutant toute sa vie. Enfin, c'est pour ça qu'il y a des stagiaires, vous voyez, hein. Il monte en compétence. Il va faire du software craftsmanship, il va apprendre des nouvelles choses, il va comprendre comment fonctionnent les choses, et il va faire du code qui est plus performant, plus lisible, plus maintenable. Il va devenir bon. Et c'est bien. Ça, c'est des choses qui se passent dans les bonnes boîtes, où on prend des gens, on les fait monter en compétences, ils deviennent meilleurs, et ils écrivent du code de meilleure qualité. C'est bien. Il faut le faire, il faut continuer à le faire. Et puis quand il est vieux, ou bon, ça dépend, il y en a, ils viennent vieux sans être très bons, mais bon, on va dire, ça va garder les choses simples, hein. Il devient vieux et bon, il est senior. Ça, on le fait, il faut continuer à le faire. Il y a un truc nouveau, par contre, c'est qu'il va falloir faire du e-room. C'est-à-dire que ces vieux, ces gens qui sont bons, il va falloir les mettre à se focaliser sur comment on repère les endroits du logiciel qui ont été mal écrits. C'est quoi les traces de Matt Parker, en fait, dans notre système d'information? La fois où on a vraiment été mauvais. La fois où on a écrit un truc qui tourne en 32 jours au lieu de 6 millisecondes. On va repérer ça et on va retravailler ces endroits-là, on va les refactoriser pour en faire du logiciel de qualité. Pas juste exceptionnel, mais juste correct. Je ne vous demande pas de passer 32 jours à 6,7 millisecondes, mais de 32 jours à 8 jours ou à 15 minutes. Vous voyez? Alors, il ne faut pas descendre à 6,7 millisecondes parce que sinon, vous êtes là, vous avez du code hyper performant. Par contre, au niveau lisibilité et maintenabilité, vous l'avez dans l'os. C'est-à-dire que le jour où la règle métier, elle évolue, où le contexte évolue, ça va être un enfer de changer ça. Non, ce qu'il faut, c'est aller plus loin dans la qualité pour avoir plus de performance sans trop perdre en lisibilité et maintenabilité. Et à ce moment-là, la bonne nouvelle, c'est que vous faites de l'e-room. En fait, vous arrivez à avoir un truc qui est incroyable. Vous faites du numérique qui est respectueux des limites planétaires. Vous êtes écolo. Je sais que vous avez envie d'être écolo. Ou en tout cas, vous avez envie d'arrêter de niquer la planète. Parce que c'est moche de rentrer chez soi quand on sait ça. Je sais que vous avez envie. On en a tous envie. Il y en a qui n'osent pas se l'avouer, mais ils ont envie aussi. Vous faites du travail de meilleure qualité. Et c'est toujours mieux que de pisser de la ligne et de la fonctionnalité. C'est quand même infiniment plus satisfaisant. Et ensuite, comme on libère de la source, ressources qu'on a déjà payées avec des ressources de la Terre, eh bien, on peut continuer à innover et inventer des choses. Et c'est ce pourquoi on est venu dans cette industrie, je pense, presque tous ici, enfin, à part 2-3 grenins qui se sont dit « Putain, il y a un pognon de dingue à gagner dans l'informatique ». Mais tous les autres sont venus parce qu'ils avaient envie d'inventer des nouvelles choses et d'être créatifs et de faire des belles choses. C'est ce que je vous propose de faire avec e-room, tout en étant écolo. Merci beaucoup.